On va donc rappeler que c'est un animal qui va évoluer au cours de sa vie, c'est-à-dire que quand on va avoir un jeune individu, on va être d'abord bien plus sur des insectes, des choses, 80% d'insectes et 20% de végétaux. 80-20, du coup un petit peu niveau ratio selon toi, d'accord. Et alors globalement, après donc ça va s'inverser. Quand est-ce qu'on va pouvoir justement procéder, on va dire, au changement un petit peu alimentaire? Déjà, changement alimentaire chez un adulte, on va dire qu'on est à peu près sur 50-50, donc 50% végétaux, 50% insectes. Oui, on n'est pas sur du 80-20 cette fois-ci. Non, là on est sur une égalité. Et du coup, comme les pogonas sont quand même des animaux qui grandissent très très vite, dès l'âge de 6 mois, on peut déjà commencer à ralentir l'apport d'insectes et favoriser l'apport de végétaux pour arriver à l'âge de 9 mois à un apport de 50-50. Et après, même le mieux, avant de nourrir un petit pog, un juvénile, c'est toujours de leur proposer d'abord de la mâche, des endives taillées très finement en premier pour qu'ils se remplissent un peu le ventre de verdure, qu'ils s'hydratent, et ensuite de proposer les insectes dans un second temps. Surtout avec des animaux comme ça qui, encore une fois, vont avoir l'appétit, qui vont solliciter vraiment un nourrissage généreux, en fait. Si on les écoute, on ferait que ça tout le temps. Exactement. Niveau reproduction, on est du coup sur, encore une fois, donc des lézards qu'on va pouvoir faire vivre un mâle éventuellement avec quelques femelles. Les femelles se tolèrent mieux que les mâles du coup? Oui, oui entre elles, souvent, mais il peut quand même y avoir une dominante d'un groupe qui va aller tanner les autres au niveau territoire. Donc, toujours surveiller. Voilà, de toute façon, oui, les animaux, le mieux c'est toujours être devant et les regarder. On en a plusieurs. Et donc, comment est-ce que ça va se passer au niveau de la reproduction? Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu? Mais la reproduction, souvent pour déclencher un cycle, il va mieux. L'hiver, on va essayer de marquer une période plus fraîche, donc avec une réduction de la photopériode. Et donc ça c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément sur des animaux encore une fois dont on pense à point chaud, pogona. Enfin, pogona c'est souvent un petit peu, ça rime avec ça, tu vois. Oui, grosse chaleur. Grosse chaleur, environnement désertique. Et c'est vrai que quand on pense environnement désertique, on pense pas. Eh bien, grosse situation environnementale. Exactement. Et donc toi tu nous dis donc pour favoriser finalement ta repro. Par exemple, pour la repro, le mieux c'est en période estivale, à peu près une durée d'ensoleillement de 14 heures par jour. Alors que l'hiver, il faut descendre à 9 heures. Et voilà, c'est ça. De 9 heures quoi à peine. Faire varier encore une fois du coup, vos apports et en chaleur et en hiver. Voilà, pareil, diminuer la température, du coup diminuer les apports alimentaires. Bien sûr. Et ensuite, à la belle saison, on repartir dans l'autre sens, augmenter les durées d'ensoleillement, augmenter les apports alimentaires, augmenter la température. Et en principe, ça déclenche les accouplements. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Du coup, vers quelle période à peu près? À peu près au début printemps, fin hiver, début printemps. Est-ce qu'il peut y en avoir plusieurs dans l'année ou pas? Oui, je pense. Les mâles, souvent, ça reste des mâles. Donc, il y a la motivation nécessaire. Voilà. S'il y a de la femelle en présence, lui, du moment où c'est bon, qu'il a été cyclé, que les femelles sont bonnes, il va. À partir de quel âge d'ailleurs? Est-ce que tu as aussi une petite idée du coup de l'âge à laquelle ça va se. Bon, à peu près à partir d'un an, la nature sexuelle. Et donc, alors, une fois donc, que ça, l'accouplement a eu lieu,
Est-ce que, comment est-ce que ça va se passer du coup? Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu? Après, si la femelle est gravide, elle va souvent au bout de quelques semaines faire une ponte. L'incubation des pogonas, elle est assez rapide, on est entre 50 et 60 jours. D'accord, ah oui. Et après, pareil, comme souvent, entre 90 et 100% d'hygrométrie dans le bac et une trentaine de degrés D'accord. pour l'incubation. Très bien. Et donc, lorsque les juvéniles donc après, arrivent au monde, j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut avoir, vu que c'est des lézards encore une fois qui vont être un peu entre eux, des fois avec un peu de domination, un peu de choses comme ça, est-ce qu'on peut avoir la prédation par exemple? Ouais, entre eux, il faut surveiller. Il faut mieux isoler les petits par exemple. Lui par exemple, c'est une amie qui l'avait récupéré, mais c'était un peu un sauvetage parce que dans le groupe où il était jeune, il se faisait un peu cartonner par les autres, c'était le dominé, donc il mangeait moins, il était vraiment reste à couvert par rapport aux autres. D'accord. Donc le mieux c'est souvent de regarder s'il y en a un qui prend trop le dessus, l'isoler dans un autre bac et voilà, créer des groupes selon la taille. Ok. Et donc du coup les juvéniles après, donc on le rappelle, hein, donc une alimentation adaptée, etc. Puis bon, c'est les mêmes besoins après j'imagine que les adultes, pas de soucis. Niveau reproduction du coup, Kevin, une autre chose qui va être importante à faire et à prendre en considération, c'est la femelle. Voilà, comme souvent, en termes généraux, peu importe les animaux, en début de période avant les premiers accouplements et les préparations, de supplémenter la femelle en calcium pour éviter qu'elle ait des carences lors du développement des œufs. On va rappeler du coup quand on reproduit les reptiles, les animaux en règle générale, hein, mais encore une fois l'exemple nous viendrait, la logique nous vient en tête quand on pensera à une femme, de ne pas enchaîner les maternités, mais des fois chez les animaux ça paraît beaucoup moins évident alors que pourtant c'est la même chose. Donc on va rappeler respecter le cycle de l'animal et le bien-être de la bête. Exactement. Et donc du coup ce qu'on peut dire c'est tout d'abord, donc comme tu le dis, c'est bien préparer ces femelles. Alors comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce qu'on va pouvoir préparer une femelle pogona? D'ailleurs ça va pour les reptiles en général, mais non, on va vraiment se concentrer sur le pogona. Une supplémentation en calcium sur les proies, sur la verdure. D'accord. Et aussi on peut aussi donner des procarnés comme des petits soubresauts. Ça va apporter justement un apport supplémentaire encore une fois en protéines. Très riche en protéines et riche aussi en calcium avec l'ossature du jeune souriceau, ils vont les manger avec grand appétit et sans aucun problème. Parce qu'évidemment, on rappelle, on a dit juste avant qu'il ne fallait pas surnourrir vos animaux, on a dit que c'était des animaux qui peuvent avoir tendance à l'obésité, d'accord? Mais là, c'est vraiment en particulier, c'est pour la préparation à une repos, donc là, il faut... Au contraire, il vaut mieux que la femelle avant de rentrer. Alors après, c'est pareil, il ne faut pas qu'elle soit trop grasse, sinon la graisse, elle se met souvent autour des ovaires et on rend stérile la femelle. Mais voilà, la supplémenter pour qu'elle soit bien ronde avant l'entrée en repos. C'est juste en fait tu vas apporter des forces, pas avoir un effort qui va être conséquent. Et donc ça c'est donc avant la reproduction, puis donc après effectivement pas trop solliciter non plus vos femelles. Hein. Non, alors les laisser se retaper encore une fois derrière aussi. D'ailleurs, est-ce qu'après la reproduction, est-ce que vous allez aussi avoir une alimentation qui peut être adaptée par rapport aux animaux si jamais on constate que... Si on constate qu'elle a vraiment perdu, pareil, on va pas hésiter à lui donner un petit... On va dire que c'est en systématique avant et c'est moins systématique après. Voilà, après ça va dépendre, enfin même avant, le calcium c'est important d'en apporter. Et après, ça va surtout dépendre des conséquences qu'a eu la portée sur l'animal. Si on voit qu'elle va très bien, qu'elle ressort d'une ponte avec encore de la réserve dans la queue et compagnie, peut-être pas forcément moyen de faire un suivi approfondi. Après, si on voit qu'elle a énormément perdu, qu'elle bouge pas, que c'est un animal qui est à peu près amorphe, là on va essayer de la rebooster pour qu'elle reparte comme il faut. Et d'autant plus si elle est dans cet état, surveiller le mâle si elle est toujours en présence. Parce qu'il n'avait pas non plus la harceler. Qu'il n'y retourne pas de suite pour éviter le problème. Et alors donc c'est pour tout ce qui est reproduction. Je pense que du coup on a vu un petit peu maintenant, on a fait un peu le tour. Moi ce que j'aimerais voir aussi avec toi, c'est alors qu'on aborde un peu le sujet, même si jamais c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on va aborder dans le détail ensemble. C'est aussi un animal chez qui on va trouver des mutations génétiques importantes. C'est un peu comme le python royal ou le serpent des blés qu'on retrouve énormément en captivité. Il y a eu beaucoup de travail au niveau mutation génétique chez ces animaux. Bien sûr. Un peu comme toutes les stars de la captivité, comme tu dis, c'est vrai que ça a été quelque chose, on a essayé de créer de la diversité aussi parce qu'il y avait un but mercantile derrière. Proposer toujours des choses nouvelles. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui on arrive même à des animaux des fois qui sont... sur les pogonas notamment, moi je pense toujours au phénomène sans écailles, entre guillemets, qui est un peu... J'ai envie de dire une aberration par rapport à ce qui pourrait se trouver en nature peut-être. Voilà, après ça a déjà été constaté chez des espèces du Scaleless. D'accord. Sur de la couleur en France, ça a déjà été sur la couleur, mais celui-là sur du pogona qui prend peut-être que sur un milieu comme ça très chaud, très aride, très ensoleillé. On connaît une personne qui a déjà eu des pogonas comme ça, sans écailles sur le dos. Et c'était une galère sans nom parce qu'il fallait sans arrêt lui appliquer de la vaseline sur le dos pour éviter les brûlures, pour bien lui hydrater la peau.
Et en plus, du coup, la vaseline encore gras, donc l'ému était catastrophique, donc c'était plus des contraintes qu'autre chose. Tout à fait. Là, on touche vraiment à la physiologie même de l'animal. Exactement, puis on touche vraiment là, avec contrarier presque un peu le côté naturel, c'est-à-dire qu'effectivement là on est sur un animal qui vit encore une fois dans des environnements très secs, très chauds, et c'est vrai que c'est là qu'on se rend compte que l'écaillure, en fait, elle a un vrai rôle aussi par rapport à ça. Les couleurs, les motifs, c'est pas dérangeant, sachant que c'est pas des animaux qui ont besoin d'être conservés et d'être relâchés dans la nature. Ça, on peut pas. Ils sont pas prédatés plus à cause de ça ou des choses comme ça, donc ça c'est pas bien grave entre guillemets. Quand on touche effectivement aux caractéristiques physiques telles que l'écaillure, ça c'est autre chose. Plus, au niveau du comportement, on va revenir un peu dessus parce qu'on en a parlé rapidement, mais c'est un animal qui est réputé justement pour être assez docile globalement, gourmand, c'est-à-dire que la manipulation se fait plutôt bien. Est-ce qu'il faut quand même se méfier de son pogona? Est-ce que ça peut être ouais, on va dire qu'une petite morsure, elle peut être douloureuse parce qu'il y a des petites dents, il y a pas mal bien de force, quand même. Donc voilà, ça peut faire. C'est insectivore, donc ça veut dire que ça a nécessairement quand même. Ça a de la force. Même les escargots, de temps en temps, on en donne pour les tilica, mais le pogona, de temps en temps, il vient taper dans un escargot et la coquille elle casse très facilement. Donc oui, il faut se méfier des morsures, surtout quand s'ils sont un peu farouches ou autres, ils vont avoir tendance à. Ils n'ont pas trop l'habitude d'être manipulés peut-être aussi, voilà. Et après, même en termes de manip, on dit souvent c'est un animal qui est très familier, qui se laisse facilement attraper. On dit souvent que c'est un peu le chien entre guillemets du terrario. C'est ça, mais c'est pas forcément une des raisons pour lesquelles il faut les prendre pour en faire une petite bête que vous allez laisser promener dans la maison. Enfin, pour moi, c'est pas quelque chose, ça reste un reptile, ça reste pas un animal de compagnie, c'est un peu comme un poisson, c'est le plaisir de les voir évoluer dans un super environnement, de les voir grandir. Et parce que oui, on a beaucoup d'histoires comme ça, où les gens ils laissent promener leur petit pogona. Et puis merde, où c'est qu'il est passé, il est où, et puis il est sur la route, écrasé, ou le chat l'a chopé, et voilà. Ça reste des animaux, on n'est pas dans leur tête, et le mieux c'est de leur faire un bel environnement. En sécurité. Voilà, de les laisser tranquilles, de les laisser évoluer d'eux-mêmes. On va le rappeler, c'est vrai que les reptiles ont cette particularité, c'est pas non plus parce que ceux-là en particulier supportent bien les manipulations de notre point de vue, parce qu'encore une fois c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est de notre point de vue, c'est-à-dire que par rapport aux autres, effectivement, ça paraît beaucoup plus facile de manipuler un pogona. Est-ce que pour autant lui adore ça? On va dire que lui c'est plus une tolérance au stress qui va être plus élevée que certaines espèces, mais ça ne va pas être un kiff pour lui d'être emballé partout, d'être caressé. Les reptiles c'est un peu comme les oiseaux, les caresses c'est pas forcément quelque chose qu'ils ressentent de bénéfique pour eux. Donc les apports, puisqu'il va surtout l'intéresser, si vous le touchez, c'est que vous lui apportez potentiellement une gourmandise. C'est ça. Mais voilà, on tombe toujours sur les mêmes bases de la gourmandise. C'est ça. Mais sinon, il n'y a pas forcément de plaisir là-dedans. Et bon, c'est vrai que vous pouvez vous faire plaisir, entre guillemets, il faut quand même garder en tête que... un petit plaisir égoïste de dire, voilà, je caresse ma bête, j'ai un petit lien avec elle. Exactement. Mais le lien, encore une fois, il est surtout de votre côté, j'ai envie de dire. Voilà, c'est bien ce qu'il faut garder en tête par rapport à Reptile. Très bien, Kevin. Écoute, j'ai l'impression qu'on a un peu fait le tour. Encore une fois, ce sont des animaux qui sont intéressants, ce sont des animaux qui sont faciles à garder en captivité. Si vous demandez quand même, j'ai envie de dire, une installation. Bien, et si on se renseigne bien, il n'y a pas de problème. Ça reste un budget important, ça reste quelque chose comme ça, mais malgré tout, c'est un animal qui effectivement a des qualités aussi pour être gardé en captivité. N'oubliez pas que c'est quand même un animal qui va vous demander du coup de grandes installations, c'est un animal qui va vous demander d'être élevé un peu peut-être tout seul, notamment si jamais vous avez des caractères un peu particuliers. De toute façon, on le rappelle, les reptiles il y a quelques espèces qui sortent du lot, mais en général, ils ne sont pas grégaires. Dans la nature, ils ne vivent pas en groupe, ils ne se passent pas en troupeau. Donc voilà, si on n'en a qu'un seul, c'est comme avoir une seule tortue, ça ne pose aucun problème à l'animal, il vit sa meilleure vie. Et donc ensuite, c'est un animal aussi qui va vous coûter cher en budget, voilà, d'un point de vue nourriture, d'un point de vue plein de choses. Donc voici pour ce qu'il faut savoir sur le pogona. Et après, j'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir. Si jamais vous prenez tout ça en considération, il n'y a pas de raison. Voilà, il faut se renseigner et bien faire les choses. C'est ça. Il n'y a pas de problème. Kevin, moi je te remercie encore une fois pour tes bonnes explications. Et puis écoute, on va laisser Agamemnon qui ne prend plus la chaleur. Il est parti au point frais. Qui est parti au point frais, voilà, du coup, c'est thermorégulé. C'est ça. Et bien écoutez, en tout cas, nous, on vous dit à très très vite sur Mon Petit Python. Et puis on va continuer à présenter quelques espèces ensemble. Voilà, à très bientôt. Je vous salue bien bas, vous et vos belles aïkas, et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye. Ciao.